Un chant de Noël de Charles Dickens. Deuxième couplet. Le premier des trois esprits. Quand Scrooge s'éveilla, il faisait si noir que de son lit, il arrivait à peine à distinguer la fenêtre transparente des murs opaques de sa chambre. Il s'efforçait de percer l'obscurité de ses yeux de furet lorsque le carillon d'une église voisine sonna les 4 quarts. Scrooge prêta l'oreille pour savoir l'heure. À son grand étonnement, la lourde cloche passa de 6 à 7, puis de 7 à 8, et ainsi de suite régulièrement jusqu'à 12. Puis elle se tut. Minuit. Il était 2 heures passées quand il était allé se coucher. L'horloge était détraquée. Un glaçon avait dû s'introduire dans les rouages. Minuit. Scrooge appuya sur le ressort de sa montre à répétition afin de corriger cette horloge complètement insensée. Le petit pouls rapide de la montre battit 12 fois et s'arrêta. « Mais enfin, dit Scrooge, il est impossible que j'aie dormi une journée entière et une bonne partie de la nuit suivante. Il est impossible qu'il soit arrivé quelque chose au soleil et qu'il soit minuit à midi. » Comme cette idée était de nature à l'alarmer, il s'extirpa de son lit et alla à la fenêtre à tâtons. Il fut obligé d'en essuyer les vitres gelées avec la manche de sa robe de chambre avant de pouvoir y voir quoi que ce fût. Et encore, ce qu'il vit ne fut pas grand-chose. Tout ce qu'il put distinguer, c'est que, comme avant, le brouillard était très épais et il faisait extrêmement froid. On n'entendait pas les gens aller et venir et faire grand bruit, ce qui, à n'en pas douter, eût été le cas si la nuit avait vaincu la pleine journée et pris possession du monde. Voilà qui le soulageait beaucoup, car en l'absence de jours grâce auxquels compter, les formules du type « à 3 jours de vue de la présente première de change, veuillez payer à monsieur Ebenezer Scrooge ou à son ordre » et ainsi de suite auraient équivalu à une simple valeur américaine. Scrooge retourna se coucher et se mit à penser longuement à tout cela et à y repenser encore et encore sans rien y comprendre. Plus il y pensait, plus il était perplexe. Et plus il s'efforçait de ne pas y penser, plus il y pensait. Le fantôme de Marley le dérangeait au plus haut point. Dès que, après un mûr examen, il en concluait en son fort intérieur que ce n'était qu'un songe, son esprit regagnait d'un coup sa position première, tel un puissant ressort qu'on cesse de comprimer, et lui représentait le même problème à résoudre. Était-ce, ou n'était-ce pas, un songe ? Scrooge demeura allongé dans cet état jusqu'à ce que le carillon eût sonné 3 nouveaux quarts d'heure. C'est alors qu'il se souvint tout à coup que le fantôme l'avait prévenu d'une visite quand la cloche sonnerait 1 heure. Il décida de rester éveillé jusqu'à ce que l'heure fût passée. Étant donné qu'il ne pouvait pas davantage s'endormir que monter au ciel, c'était peut-être là la plus sage décision qu'il pouvait prendre. Ce quart d'heure dura si longtemps qu'il crut plus d'une fois s'être assoupi sans s'en apercevoir et n'avoir pas entendu l'horloge sonner l'heure. Elle finit pourtant par frapper son oreille attentive. Ding, dong. 1 quart, dit Scrooge en comptant. Ding, dong. La demi, dit Scrooge. Ding, dong. Moins le quart, dit Scrooge. Ding, dong. L'heure, s'écria Scrooge triomphalement, et rien d'autre. Il avait parlé avant que ne retentît le coup annonçant qu'il était 1 heure du matin. Et voici que se fit entendre un grave, sourd, creux, mélancolique. À l'instant même, une vive lueur inonda la chambre et les rideaux de son lit furent tirés.
Les rideaux de son lit furent tirés, vous dis-je, et par une main. Pas ceux qui étaient à ses pieds, ni ceux derrière sa tête, mais ceux vers lesquels il avait le visage tourné. Les rideaux de son lit furent tirés et Scrooge, qui dans un sursaut était à moitié assis dans son lit, se trouva face à face avec le visiteur surnaturel qui les avait tirés aussi près de lui que je le suis maintenant de vous, et notez bien que je me tiens, en esprit, à votre coude. C'était un être étrange. Une sorte d'enfant, même s'il ressemblait moins à un enfant qu'à un vieillard vu au travers de quelque élément surnaturel qui lui donnait l'air de s'être éloigné, d'avoir rapetissé et pris les proportions d'un enfant. Ses cheveux qui lui pendaient autour du cou et dans le dos étaient blanchis comme sous l'effet de l'âge. Le visage n'avait pourtant pas la moindre ride et le teint avait tout l'éclat de la jeunesse. Les bras étaient très longs et musclés, de même que les mains, comme s'il eût eu une poigne d'une force peu commune. Les jambes et les pieds, de forme très délicate, étaient nus, tout comme les membres supérieurs. Il portait une tunique d'un blanc immaculé et autour de sa taille était nouée une ceinture brillante, dont le chatoiement était magnifique. Il tenait à la main une branche de houx vert fraîchement coupée et par un singulier contraste avec cet emblème de l'hiver, des fleurs d'été ornaient sa tunique. Et ce qu'il y avait de plus étrange en lui, c'était qu'il lui jaillissait du haut de la tête un faisceau de lumière vif et clair qui éclairait le reste de son corps. Cette particularité expliquait sans doute ce grand été noir qu'il avait sous le bras. Il devait lui servir de chapeau lorsqu'il était moins gai. Mais il y avait en lui plus étrange encore aux yeux de Scrooge, qui se mit à l'examiner avec une attention croissante. En effet, de la même manière que sa ceinture luisait et scintillait tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, avec pour effet que ce qui était clair un moment devenait sombre celui d'après, les parties bien visibles de sa personne n'étaient jamais les mêmes. C'était une apparition avec tour à tour un seul bras, une seule jambe, ou 20 jambes, ou alors avec 2 jambes mais sans tête, ou encore avec une tête mais sans corps. Et des parties du corps devenues invisibles, il ne restait plus même un contour, dans l'obscurité épaisse au milieu de laquelle elle se dissipait. Et puis, au plus fort de cette prodigieuse transformation, cette chose redevenait elle-même plus nette et distincte que jamais. « Monsieur ?» demanda Scrooge. « Êtes-vous l'esprit dont on m'a annoncé la venue ?»« C'est bien moi. » La voix était douce et agréable, curieusement basse aussi, comme si elle venait de loin, au lieu d'être si près de lui. « Qui êtes-vous et qu'incarnez-vous donc ?» demanda Scrooge. « Je suis le fantôme des Noëls passés. » « Les Noëls des passés lointains ?» s'enquit Scrooge qui avait remarqué sa taille de nain. « Non, ceux de ton passé à toi. » Peut-être si on avait pu lui poser la question, Scrooge n'aurait-il su dire pourquoi, mais il avait tout particulièrement envie de voir l'esprit coiffé de son chapeau, et il le pria de se couvrir. « Comment ?» s'écria le fantôme. « Voudrais-tu sitôt éteindre de tes mains de mortel la lumière que j'apporte ? Ne trouves-tu pas suffisant d'être de ceux dont les passions m'ont façonné ce chapeau et qui me contraignent à le porter à travers les ans, enfoncé sur le front ?» Scrooge nia respectueusement n'avoir jamais eu l'intention de l'offenser et protesta qu'à aucune époque de sa vie, il n'avait sciemment et délibérément aveuglé l'esprit avec son propre chapeau. Il eut ensuite la hardiesse de lui demander ce qui l'amenait. « Ton bonheur, » dit le fantôme. Scrooge se déclara fort reconnaissant, mais ne put s'empêcher de penser qu'une nuit de repos ininterrompue aurait davantage permis d'atteindre ce résultat. L'esprit dut l'entendre penser, car il s'empressa de dire « Ton retour sur le droit chemin, alors. Prends garde !» Tout en parlant, il tendit sa main vigoureuse et avec douceur saisit Scrooge par le bras. « Lève-toi et accompagne-moi. » Il n'eût servi de rien à Scrooge d'alléguer que le temps et l'heure n'étaient pas propices aux activités pédestres, que son lit était chaud et le thermomètre bien au-dessous de 0, qu'il n'était que légèrement vêtu puisqu'il n'avait que ses pantoufles, sa robe de chambre et son bonnet de nuit, et que, justement, il était enrhumé. Pas question de résister à cette étreinte, douce pourtant comme une main de femme. Il se leva,
mais saisit la robe de l'esprit pour le supplier lorsqu'il s'aperçut qu'il se dirigeait vers la fenêtre. « Je ne suis qu'un mortel !» protesta Scrooge. « Je risque de tomber !»« Il me suffit de te toucher là, dit l'esprit en posant la main sur le cœur de Scrooge, et tu seras soutenu dans bien d'autres épreuves encore. » Ils passèrent à travers le mur alors que le fantôme prononçait ces paroles et se retrouvèrent en rase campagne sur une route bordée de champs. La ville avait complètement disparu, plus la moindre trace. La nuit et la brume s'étaient évanouies en même temps, car on était un jour d'hiver clair et froid, et la neige recouvrait le sol. « Ciel !» dit Scrooge en joignant les mains tandis qu'il regardait autour de lui. « C'est en ce lieu que j'ai grandi. C'est ici que j'ai passé mon enfance. » L'esprit le dévisagea avec bonté. Doux, léger, le contact de sa main n'avait duré qu'un instant, mais le vieil homme le ressentait encore. Il avait conscience de 1000 odeurs qui flottaient dans l'air, toutes liées à 1000 pensées, espérances, joies et préoccupations depuis bien, bien longtemps oubliées. « Ta lèvre tremble, dit le fantôme. Et qu'est-ce donc là, sur ta joue ? Une émotion inhabituelle dans la voix, Scrooge marmonna que c'était un bouton et pria le fantôme de le conduire où bon lui semblerait. « Tu te rappelles le chemin ?» demanda l'esprit. « Si je me le rappelle, » s'écria Scrooge avec ferveur, « mais je saurais y aller les yeux bandés. »« Bizarre alors que tu l'aies oublié toutes ces années, » déclara le fantôme. « Allons !» Ils cheminèrent le long de la route et Scrooge reconnut au passage chaque portail, chaque poteau, chaque arbre. Enfin, une petite bourgade apparut au loin avec son pont, son église et sa rivière sinueuse. Et maintenant, des poneys à longs poils trottaient dans leur direction. Ils étaient montés par des petits garçons qui hélaient d'autres petits garçons, juchés dans des cabriolets rustiques et des charrettes que conduisaient des fermiers. Tous ces enfants étaient pleins d'allégresse et se hélaient en criant. Cette joyeuse musique finit par si bien résonner dans les vastes champs que l'air vif se mit à rire de l'entendre. « Ce ne sont là que les ombres des choses qui ont été, » dit le fantôme. « Elles n'ont pas conscience de notre présence. » Les gais voyageurs avançaient toujours vers eux et à mesure qu'ils se rapprochaient, Scrooge les reconnaissait et citait le nom de chacun. Pourquoi se réjouissait-il au plus haut point de les voir ? Pourquoi son regard glacé se mettait-il à briller ? Pourquoi son cœur bondissait-il à leur passage ? Et pourquoi était-il bien aise de les entendre se souhaiter un joyeux Noël lorsqu'ils se séparaient au carrefour et au chemin de traverse qui devait les ramener chacun à son logis ? Un joyeux Noël, qu'était-ce pour Scrooge ? Au diable leur joyeux Noël ! Quel bien lui avait-il jamais fait ? L'école n'est pas encore tout à fait vide, dit le fantôme. Il y reste un enfant solitaire, abandonné par ses amis. Scrooge dit qu'il le savait et se mit à sangloter. Ils quittèrent la grande route pour s'engager dans un chemin creux que Scrooge connaissait bien. Et bientôt, ils furent en vue d'une grande bâtisse en briques d'un rouge terne. Sur le toit, un petit dôme surmonté d'une girouette abritait une cloche. C'était une vaste demeure, mais de celles qui ont connu des jours meilleurs. Les spacieuses dépendances ne servaient plus guère. Leurs murs étaient humides et couverts de mousse. Leurs fenêtres étaient brisées, leurs portes délabrées. Dans les écuries, des volailles se pavanaient en gloussant tandis que les remises et les hangars étaient envahis par l'herbe. Quant à l'intérieur, il ne gardait pas davantage trace de sa splendeur d'antan. Lorsqu'ils entrèrent dans le sombre vestibule et que par les portes ouvertes, ils jetèrent un coup d'œil aux nombreuses pièces, ils les trouvèrent vastes mais froides et pauvrement meublées. Il y avait dans l'air comme un goût de terre, tout en ce lieu respirait un dénuement glacial qui donnait à penser que trop souvent, on s'y levait à la bougie et qu'on n'avait pas trop à manger. Ensemble, l'esprit et Scrooge traversèrent le vestibule et arrivèrent devant une porte située à l'arrière de la maison. Elle s'ouvrit devant eux et révéla une longue salle triste et nue que rendaient plus nus encore des rangées de bancs et de pupitres en bois blanc. Assis tout seul à l'un de ces pupitres, un petit garçon lisait près d'un maigre feu. Scrooge s'assit sur un banc et se mit à pleurer de se reconnaître en ce pauvre enfant oublié. Pas un seul écho endormi dans cette maison, pas un petit cri de souris détalant derrière les boiseries.
Pas un bruit d'eau tombant goutte à goutte de la pompe à moitié gelée dans la triste arrière-cour. Pas un soupir du vent dans les branches dénudées d'un peuplier déprimé. Pas un vain battement de porte de resserre vide. Non. Pas le moindre craquement dans l'âtre qui ne pénétra le cœur de Scrooge de sa douceur et ne donna plus libre cours encore à ses larmes. L'esprit lui toucha le bras et lui montra l'enfant qu'il avait été, absorbé par sa lecture. Et tout à coup, il y eut un homme à la fenêtre, vêtu d'un costume exotique. Il était là, comme je vous vois, une hache passée dans la ceinture qui conduisait par la bride un âne chargé de bois. « Mais c'est Ali Baba !» s'exclama Scrooge en extase. « C'est ce bon vieil Ali Baba, le brave homme !»« Mais oui, je sais, un beau jour de Noël, que cet enfant avait été abandonné ici tout seul. Il est apparu pour la première fois, mais oui, exactement de cette façon. » « Pauvre petit. Et Valentin, dit Scrooge, et Orson, son sauvage de frère, les voilà eux aussi. Et celui-là, celui qui fut déposé en caleçon à la porte de Damas pendant qu'il dormait. Comment s'appelle-t-il déjà? Vous ne voyez donc pas? Et le palefrenier du sultan, tout retourné par les génies. Le voilà la tête en bas. Bien fait pour lui. J'en suis bien aise. Qu'avait-il besoin, celui-là, de vouloir épouser la princesse? Comme ils auraient été surpris, les amis qui étaient en affaire avec lui en ville, s'ils avaient pu entendre Scrooge mettre toute son ardeur naturelle à s'extasier sur de telles choses, d'une voix parfaitement extraordinaire, sans savoir s'ils devaient rire ou pleurer, et s'ils avaient pu voir son visage rouge d'animation. « Et voilà le perroquet !» poursuivit-il. « Un corps vert, une queue jaune et une espèce de laitue qui lui pousse sur le haut de la tête, le voilà !» Pauvre Robinson Crusoe, qui lui disait quand il revenait au logis après avoir fait le tour de l'île en canot. « Mon pauvre Robinson Crusoe, d'où viens-tu donc, l'ami ?» L'homme croyait rêver, mais non, c'était bien le perroquet, figurez-vous. Et voilà Vendredi qui s'enfuit à toutes jambes vers la petite crique pour sauver sa peau. Ohé! Oh! Ohé! Passant ensuite d'un sujet à un autre avec une rapidité anormale chez un homme de ce caractère, il dit, pris de pitié pour celui qu'il avait été, « Le pauvre petit !» et se remit à pleurer. « Si seulement !» murmura Scrooge, qui mit la main dans sa poche et regarda autour de lui après s'être essuyé les yeux avec sa manchette. « Non, c'est trop tard maintenant. »« Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda l'esprit. « Rien, » dit Scrooge, « rien. Je pensais à un petit garçon qui chantait un chant de Noël hier soir à ma porte. Si seulement je lui avais donné quelque chose. Voilà tout. » Le fantôme eut un sourire pensif et lui fit un geste de la main en disant « Voyons un autre Noël. » À ces mots, l'enfant qu'avait été Scrooge se mit à grandir. La salle devint un peu plus sombre et plus sale. Les boiseries craquèrent, les fenêtres se fendirent, des écailles de plâtre tombèrent du plafond et laissèrent apparaître les lattes de bois. Mais de quelle manière tout cela advint, Scrooge ne le savait pas davantage que vous. Il savait seulement que tout était parfaitement exact, s'était bien passé ainsi. Également qu'il se retrouvait là, seul, une fois de plus, tandis que tous les autres écoliers étaient rentrés, passer de joyeuses vacances chez eux. Il ne lisait plus à présent, mais se promenait de long en large, en proie au désespoir. Scrooge regarda le fantôme, secoua la tête d'un air bien triste, et eut un regard anxieux du côté de la porte. Elle s'ouvrit. Une petite fille, beaucoup plus jeune que l'écolier, se précipita à l'intérieur, se jeta à son cou et le couvrit de baisers en l'appelant « Mon chéri, mon frère chéri !»« Mon frère chéri, je suis venu pour te ramener à la maison, » dit la fillette, pliée de rire, en battant de ses petites mains. « Tu es ramené à la maison, à la maison, à la maison !»« À la maison, petite fan ?» répondit le garçon. « Oui, dit la petite, débordant de joie. À la maison pour de bon, à la maison pour toujours. Papa est tellement plus gentil qu'avant que la maison est devenue un vrai paradis. Un soir béni, comme j'allais me coucher, il m'a parlé avec tant de douceur que je n'ai pas eu peur de lui redemander si tu pouvais revenir à la maison. Et il m'a répondu que oui, tu allais revenir. Et il m'a envoyé te chercher en voiture. Et tu vas être un homme, ajouta-t-elle en ouvrant de grands yeux. Jamais plus tu ne reviendras ici. Mais d'abord, nous allons être ensemble pendant toute la Noël et nous allons passer les fêtes les plus joyeuses du monde entier. Tu es une vraie petite femme, Fan, s'exclama le jeune garçon. Elle battit des mains, se mit à rire et essaya de lui toucher la tête. Mais comme elle était trop petite, elle rit de plus belle
et se dressa sur la pointe des pieds pour l'embrasser. Dans son empressement enfantin, elle commença ensuite à l'entraîner vers la porte, et lui, il la suivit bien volontiers. Une voix terrible se fit entendre dans le vestibule. « Et vous, descendez la malle du jeune Scrooge !» Et en même temps, le maître d'école parut en personne. Il jeta sur le jeune Scrooge un regard de condescendance hargneuse et le plongea dans un trouble affreux en lui serrant la main. Il le conduisit ensuite avec sa sœur jusqu'au parloir du dimanche, une espèce de vieux puits grelottant où le froid semblait avoir recouvert de cire les cartes de géographie accrochées au mur, ainsi que les globes célestes et terrestres posés sur les appuis de fenêtres. Une fois là, il sortit une carafe d'un vin singulièrement léger et un morceau de gâteau singulièrement lourd, et administra lui-même des parts de ses friandises à nos deux jeunes gens. En même temps, il envoyait un domestique de chétive apparence offrir un verre de quelque chose au postillon. Et celui-ci de répondre qu'il remerciait bien le monsieur, mais que, si ça provenait du tonneau qu'il avait déjà goûté, il n'aimait mieux pas. Pendant ce temps-là, on avait fini d'attacher la malle du jeune Scrooge sur le toit de la voiture, et c'est bien volontiers que les enfants dirent au revoir au maître d'école. Ils montèrent en voiture et dévalèrent gaiement l'allée du jardin. Les roues rapides faisaient jaillir comme de l'écume le givre et la neige qui recouvraient les sombres feuilles des arbres. Ce fut toujours une personne délicate qu'un souffle serait parvenu à flétrir, dit le fantôme. Mais elle avait un grand cœur. Ah oui, s'écria Scrooge. Vous avez raison. Ce n'est pas moi qui dirai le contraire, esprit. Dieu m'en garde. C'était une épouse quand elle est morte, dit l'esprit. Et elle avait, je crois, des enfants. Un seul, répondit Scrooge. C'est juste, dit le fantôme. Ton neveu. Scrooge parut mal à l'aise et répondit d'un ton bref. Oui. Ils venaient à peine de laisser l'école derrière eux que déjà ils se trouvaient dans les rues animées d'une ville, où des ombres de passants allaient et venaient, où des ombres de charrettes et de voitures se disputaient le pavé, et où se rencontraient l'agitation et le brouhaha d'une vraie ville. À voir les étalages des boutiques, ici aussi c'était Noël, de toute évidence. Mais on était le soir et les rues étaient éclairées. Le fantôme s'arrêta à la porte d'un magasin précis et demanda à Scrooge s'il le reconnaissait. « Si je le reconnais ?» dit Scrooge. « N'est-ce pas ici que j'ai fait mon apprentissage ?» Ils entrèrent. À la vue d'un vieux monsieur coiffé d'un bonnet de laine, assis à un pupitre si haut que si l'homme avait mesuré 2 pouces de plus, il se serait cogné la tête au plafond, Scrooge s'écria en proie à une grande agitation. « Mais c'est ce vieux Fezziwig ! Dieu le bénisse, c'est Fezziwig que voilà ressuscité !» Le vieux Fezziwig posa sa plume et leva les yeux vers l'horloge qui marquait 7 heures. Il se frotta les mains, rajusta son généreux gilet, rit de toute sa personne, depuis les chaussures jusqu'au siège de la bienveillance, et s'écria d'une bonne voix joviale, bien riche, grasse et onctueuse. « Youhou, vous autres! Ebenezer! Dick !» Le Scrooge d'autrefois, qui était devenu un jeune homme à présent, entra d'un pas leste accompagné de son camarade d'apprentissage. « Dick Wilkins, mais bien sûr !» dit Scrooge au fantôme. « Mon Dieu, oui, c'est lui, le voici ! C'est qu'il avait beaucoup d'attachement pour moi, ce Dick, ce pauvre Dick, mon Dieu, mon Dieu !»« Youhou, mes garçons !» s'écria Fezziwig. « Fini le travail ce soir, c'est la veille de Noël, Dick. C'est Noël, Ebenezer. Allez, on met les volets aux fenêtres !» cria le vieux Fezziwig en frappant d'un coup sec dans ses mains, avant que j'aie le temps de dire « ouf !» Vous ne croiriez jamais de quelle façon ces 2 gaillards se mirent à l'ouvrage. Ils se précipitèrent dans la rue avec les volets. 1, 2, 3, les mirent en place. 4, 5, 6, posèrent barres et clavettes. 7, 8, 9, et ils étaient rentrés, haletant comme des chevaux de course, avant que vous ayez pu compter jusqu'à 12. « Oh et oh !» s'écria le vieux Fezziwig en bondissant à bas de son tabouret avec une merveilleuse agilité. « On me débarrasse la pièce, les gars, et on me fait plein de place ici. Oh et oh, Dick, de l'entrain, Ebenezer !» Débarrassé ? Qu'est-ce qu'il n'aurait pas débarrassé, et bien volontiers encore sous le regard du vieux Fezziwig ? Ce fut l'affaire d'1 minute. Tout ce qui était transportable fut enlevé comme banni à tout jamais de la vie publique. On balaya et on arrosa le plancher, on moucha les lampes, on entassa du charbon et le magasin était devenu la salle de bal la plus chaude et douillette, la plus sèche et illuminée qu'on puisse souhaiter trouver par une nuit d'hiver. C'est alors qu'entra un violonneur avec des partitions.
Il alla droit au grand pupitre dont il se fit une estrade pour orchestre. Lorsqu'il se mit à accorder son crin-crin, on aurait cru entendre 50 estomacs commencer à se tordre. Et voici qu'entra Madame Fezziwig, tout sourire et bien en chair, et voici qu'entrèrent les 3 demoiselles Fezziwig, radieuses et adorables, ainsi que les 6 jeunes soupirants dont elles brisaient le cœur. Et voici qu'entrèrent tous les jeunes gens et les jeunes filles qui travaillaient pour la maison, et voici qu'entra la bonne, avec son cousin le boulanger. Puis se fit au tour de la cuisinière, avec l'ami intime de son frère, le laitier, et puis celui du petit domestique d'en face qu'on soupçonnait de ne pas manger à sa faim chez son maître. Il essayait de se cacher derrière la servante qui travaillait 2 maisons plus loin, qui, le fait était prouvé, s'était fait tirer les oreilles par sa maîtresse. Tous, ils entrèrent, tous, les uns derrière les autres, certains d'un air timide ou au contraire avec hardiesse, d'autres avec grâce, d'autres encore avec gaucherie, les uns en poussant, les autres en tirant. Enfin tous, ils entrèrent tous, chacun à sa façon et n'importe comment. Et voici qu'ils entrèrent tous dans la danse, 20 couples à la fois, mains liées, chassés, croisés, demi-tour à mi-chemin, et les tours et les virevoltes recommencèrent et finirent par former plus ou moins des groupes par affinité. Le couple de tête de départ, jamais à sa place, le nouveau couple qui redémarre trop vite, et finalement tous les couples qui passent en tête et il n'y a plus personne pour les suivre. Quand on en arriva à ce résultat, le vieux Fezziwig frappa dans ses mains pour mettre fin à la danse et cria « Bravo !» Alors le violonneur plongea son visage écarlate dans un pot de bière brune spécialement préparé à cette intention. Mais lorsqu'il reparut, il dédaigna tout repos et se remit aussitôt à jouer, même en l'absence de danseurs. On aurait dit que l'autre violonneur, exténué, avait dû se faire ramener chez lui sur un volet de fenêtre, et que c'était lui qui était devenu l'homme de la situation, flambant neuf, bien décidé à faire fuir son prédécesseur ou à périr. Il y eut bien d'autres danses, après quoi on joua au gage, puis encore d'autres danses avant de manger du gâteau et de boire du néjus. Il y eut une énorme pièce de rôti froid et une autre de bouilli froid, le tout accompagné de tartelettes aux fruits confits et arrosé de bière à volonté. Mais le clou de la soirée, ce fut après le rôti et le bouilli, lorsque le violonneur, infâme à toi, allez, remarquez bien, le genre d'homme qui connaissait son affaire, ce n'est ni vous ni moi qui aurions pu lui en remontrer, attaqua Sir Robert de Coverley. Alors, le vieux Fezziwig se leva pour danser avec Madame Fezziwig. En tête de la danse, s'il vous plaît, et une sacrée besogne en perspective. 23 ou 24 couples à conduire et des gens avec qui on ne plaisantait pas. Des gens qui comptaient bien danser et n'avaient pas la moindre intention d'aller au pas. Mais quand bien même, il y en aurait eu 2 fois plus, et puis même 4 fois plus, le vieux Fezziwig aurait pu leur tenir tête. Madame Fezziwig aussi d'ailleurs, car elle était digne d'être sa partenaire, dans tous les sens du terme, cette femme-là. Si ce n'était pas là un assez bel éloge, qu'on m'en en propose un autre, et j'en ferais mon profit. Les mollets de Fezziwig semblaient véritablement produire de la lumière. Ils brillaient comme 2 lunes dans toutes les évolutions de la danse. Impossible de prévoir à un moment quelconque ce qu'ils allaient faire juste après. Et quand le vieux Fezziwig et Madame Fezziwig eurent exécuté toutes les figures, on avance, on recule, on tient sa cavalière par la main, le salut et la révérence, le tire-bouchon, on enfile l'aiguille et on reprend sa place, Fezziwig fit un entrechat si leste qu'on aurait dit qu'il clignait de l'œil avec ses jambes, avant de retomber sur ses pieds, droit comme un i. Quand l'horloge sonna 11 heures, ce bal de famille prit fin. Monsieur et Madame Fezziwig allèrent se placer de chaque côté de la porte avec une poignée de main personnelle pour chacun à mesure qu'il ou elle sortait. Ils souhaitèrent à tous un joyeux Noël. Lorsqu'il ne resta plus que les 2 apprentis, ils firent de même avec eux. Et c'est ainsi que les voix joyeuses s'éloignèrent et que les garçons purent regagner leur lit sous un comptoir de l'arrière-boutique. Pendant tout ce temps, Scrooge s'était comporté comme s'il avait perdu l'esprit. Son cœur et son âme avaient pris part à cette scène, aux côtés de son autre lui-même. Il confirmait tout ce qui s'était passé, se souvenait et s'amusait de tout, et en éprouva la plus étrange agitation. C'est seulement à cet instant, une fois, que les visages radieux de celui qu'il avait été, et de Dick, se furent détournés, qu'il se rappela le fantôme et s'aperçut que ce dernier le dévisageait, tandis que la lumière sur le haut de sa tête brillait d'une vive clarté. « Il faut bien peu de choses, dit le fantôme, pour inspirer à ces sottes gens tant de reconnaissance. »« Peu de choses, répéta Scrooge. L'esprit lui fit signe d'écouter les 2 apprentis qui ne tarissaient pas d'éloges sur Fezziwig, et d'ajouter « Et quoi, vous n'êtes pas d'accord ? Il a dépensé tout au plus quelques livres de votre argent de mortel, 3 ou 4 peut-être. Est-ce donc une telle somme pour mériter tous ces éloges ? » « Là n'est pas la question,
dit Scrooge, agacé par cette remarque et en parlant, sans s'en douter, comme celui qu'il avait été et non pas comme le Scrooge d'aujourd'hui. Là n'est pas la question, esprit. Fezziwig a le pouvoir de nous rendre heureux ou malheureux, de faire que notre travail à son service soit léger ou pénible, devienne un plaisir ou une corvée. Disons plutôt que ce pouvoir réside dans les mots et les regards, dans des choses si infimes, si insignifiantes qu'on ne saurait les additionner et en faire le total. Mais qu'importe, le bonheur qu'il dispense est tout aussi grand que s'il coûte une fortune. Scrooge sentit sur lui le regard de l'esprit et s'interrompit. « Qu'y a-t-il » demanda le fantôme. « Rien de spécial » répondit Scrooge. « Si, il y a bien quelque chose, on dirait » insista le fantôme. « Mais non » dit Scrooge, « mais non. Seulement j'aimerais bien pouvoir dire un mot ou deux à mon employé là maintenant. Voilà tout. » Alors qu'il exprimait ce regret, son hôte lui-même éteignit les lampes. Scrooge et le fantôme se retrouvèrent côte à côte en plein air. « Je n'ai plus guère de temps » observa l'esprit. « Vite !» Il ne s'adressait pas à Scrooge ni à personne qu'il pût voir, mais l'effet produit fut immédiat. De nouveau, Scrooge se revit dans le passé. Il était plus âgé maintenant, un homme dans la fleur de l'âge. Son visage ne portait pas encore trace des lignes dures et sévères des années futures, mais il affichait les premiers signes du souci et de l'avarice. Il y avait dans son regard une mobilité ardente, avide, inquiète, qui trahissait la passion qui avait pris racine en lui, et indiquait déjà où tomberait l'ombre de l'arbre qui poussait. Il n'était pas seul. Une belle jeune fille en vêtements de deuil était assise à côté de lui. Ses yeux pleins de larmes brillaient à la lumière projetée par le fantôme des Noëls passés. « Cela a peu d'importance, » dit-elle d'une voix douce. « Très peu même pour vous. Une autre idole a pris ma place. Si elle peut vous apporter dans les temps à venir joie et réconfort, comme j'aurais essayé de le faire, je n'ai pas de raison légitime de m'en affliger. »« Quelle idole a pris votre place ?» répondit-il. « Une idole en or. »« Voilà bien l'impartialité du monde, dit-il. Il n'y a rien qu'il traite aussi durement que la pauvreté, et rien qu'il ne prétende condamner avec autant de sévérité que la poursuite de la richesse. »« Vous craignez trop l'opinion du monde, » répondit la jeune fille avec douceur. « Vous avez sacrifié toutes vos espérances à celle d'échapper un jour à ces vils reproches. J'ai vu vos plus nobles aspirations disparaître une à une jusqu'à ce que la passion dominante, l'appât du gain, vous ait absorbé. N'ai-je pas raison ? » ?»« Et quand bien même, rétorqua-t-il, si j'ai acquis cette sagesse-là avec le temps et après, mes sentiments pour vous sont inchangés. » Elle secoua la tête. « Ils ne le sont pas. La promesse qui nous lie est bien ancienne. Nous nous la sommes faite alors que nous étions tous deux pauvres et contents de notre état, en attendant le jour où nous pourrions améliorer notre fortune en ce monde grâce à notre patiente industrie. Mais vous êtes bien changé. Quand nous nous sommes fait cette promesse, vous étiez un autre homme. » « J'étais un gamin, » dit-il avec impatience. « Vous sentez bien vous-même que vous n'étiez point alors ce que vous êtes aujourd'hui, » répliqua-t-elle. « Pour moi, je suis la même. Ce qui pouvait nous promettre le bonheur quand nous n'étions qu'un seul cœur est empli de souffrance depuis que nous en sommes deux. Le nombre de fois que j'y ai pensé et avec quelle intensité, je préfère ne pas le dire. Il suffit que j'y ai pensé et que je puisse à présent vous rendre votre parole. Ai-je jamais cherché à la reprendre ? De manière explicite, non, jamais. De quelle manière alors ? Par un changement du tout au tout de votre façon d'être. Vous avez modifié votre état d'esprit, adopté une autre atmosphère de vie et un autre espoir comme but principal de votre existence. Par tout ce qui à vos yeux donnait valeur et sens à mon amour pour vous, s'il n'y avait jamais eu cette promesse pour nous lier, dit la jeune fille en le regardant avec douceur et fermeté à la fois, dites-le-moi, chercheriez-vous ma compagnie et tenteriez-vous d'obtenir ma main aujourd'hui ? Oh non !» Il parut admettre malgré lui la justesse de cette supposition, mais reprit, refusant de se rendre. « Vous ne le pensez pas, dit-il. »« Je serais bien heureuse de penser autrement si je le pouvais, répondit-elle. Le ciel m'en est témoin. Pour que je me sois rendu moi-même à une vérité de cet ordre, il faut bien qu'elle ait une force irrésistible. Mais si vous étiez libre aujourd'hui, demain, hier, puis-je croire, même moi, que vous iriez choisir une fille sans dot, vous qui, alors même que vous vous confiez à elle, ne cessez de peser toute chose en fonction du gain à en tirer ? Ou bien si, venant à oublier un instant votre règle fondamentale de conduite, vous vous arrêtiez à ce choix, ne sais-je donc pas que vous ne tarderiez point à le regretter et à vous en repentir ? Bien sûr que si. Je vous rends donc votre liberté, le cœur lourd,
au nom de l'amour que je vouais à celui que vous étiez. » Il allait parler, mais elle reprit, en détournant la tête. « Il se peut, le souvenir du passé m'autorise à l'espérer vaguement, que tout ceci vous fasse souffrir. Très, très peu de temps, et puis vous serez heureux de bannir ce souvenir de votre mémoire, comme un rêve sans profit dont vous vous féliciterez d'être sorti. Puissiez-vous trouver le bonheur dans la nouvelle existence que vous avez choisie. » Elle le quitta, et ils se séparèrent. « Esprit, dit Scrooge, ne me montrez plus rien. Ramenez-moi à la maison. Pourquoi vous plaisiez-vous à me tourmenter ? » « Une dernière ombre !» s'exclama le fantôme. « Non, plus rien, cria Scrooge. « Je ne veux pas la voir, ne me montrez plus rien !» Mais l'implacable fantôme l'emprisonna dans ses 2 bras et le força à regarder la suite. Il se trouvait devant un spectacle différent, ailleurs, dans une pièce ni très grande ni très belle, mais bien confortable. Près d'un feu d'hiver était assise une ravissante jeune fille qui ressemblait tellement à celle qu'il venait de voir que Scrooge crut qu'il s'agissait d'elle, jusqu'au moment où il l'aperçut, assise en face de sa fille. Elle était à présent une mère de famille encore belle. Le bruit qui régnait dans cette chambre était tout simplement assourdissant, car il y avait là plus d'enfants que Scrooge, dans l'agitation de son esprit, n'en pouvait compter. Mais à l'inverse du célèbre troupeau dont parle le poème, au lieu d'être 40 enfants, se conduisant comme un seul, c'est chaque enfant qui se conduisait ici comme 40. Et cela donnait un vacarme incroyable dont personne pourtant ne semblait se soucier. Au contraire, la mère et la fille en riaient de bon cœur et s'en amusaient beaucoup. Cette dernière, qui s'était bien vite mêlée au jeu, fut aussitôt pillée sans merci par ces petits brigands. Que n'aurais-je donné pour être l'un d'eux ? Notez bien que jamais je n'aurais été aussi mal élevé. Ah ça non ! Pour tout l'or du monde, je n'aurais pas voulu écraser ses cheveux bien peignés et en défaire brutalement les tresses. Quant au précieux petit soulier, je me serais bien gardé de l'arracher, Dieu me bénisse. Pas même pour me sauver la vie. Et pour ce qui est de s'amuser à lui mesurer la taille comme il le faisait, cette bande de jeunes audacieux, jamais de la vie non plus, je n'aurais pas été surpris de voir en punition mon bras aller s'enrouler autour de cette taille sans jamais pouvoir se redresser. Et pourtant, je l'avoue, j'aurais vraiment aimé toucher les lèvres de cette jeune fille et lui poser des questions pour les lui faire ouvrir, contempler sans la faire rougir les cils de ses yeux baissés, dénouer sa chevelure ondoyante dont la moindre boucle eût été pour moi le plus précieux des souvenirs. Bref, oui, je le confesse, j'aurais aimé avoir le plus petit privilège d'un enfant tout en demeurant assez homme pour en connaître la valeur. Mais voici qu'on entendit frapper, ce qui provoqua immédiatement une telle ruée que la jeune fille, riant toujours et la tenue saccagée, fut entraînée vers la porte par le groupe aussi turbulent qu'animé qui l'entourait, juste à temps pour accueillir leur père qui rentrait accompagné d'un homme chargé de jouets et de cadeaux de Noël. Et alors, quels cris, quelles batailles, quels assauts livrés aux commissionnaires sans défense. C'est à qui l'escaladerait avec des chaises en guise d'échelle pour fouiller dans ses poches, le dépouiller de paquets emballés dans du papier, se cramponner à sa cravate, se suspendre à son cou, lui labourer le dos de coups de poing et les jambes de coups de pied en signe d'irrépressible affection. Et puis quels cris d'émerveillement et de joie pour accueillir l'ouverture de chaque paquet. Et l'émotion générale à l'annonce qu'on a surpris le marmot en train de mettre à la bouche une poêle à frire de poupée et qu'on le soupçonne très fort d'avoir avalé une dinde en jouet collée sur une assiette en bois. L'immense soulagement de découvrir que c'était une fausse alerte. La joie, la gratitude, l'extase, rien de tout cela ne saurait se décrire. Contentons-nous de dire que les enfants et leurs émotions avec eux quittèrent l'un après l'autre le salon et que, une marche à la fois, ils montèrent l'escalier jusqu'au dernier étage où ils se mirent au lit et peu à peu se calmèrent. Alors Scrooge redoubla d'attention, car le maître du logis, sa fille tendrement appuyée contre lui, était allé s'asseoir entre son épouse et elle au coin du feu. À la pensée qu'une autre personne tout aussi gracieuse et pleine de promesses aurait pu lui dire « Père » et devenir comme un printemps dans l'hiver ravagé de sa vie, Scrooge eut la vue qui devint franchement trouble. « Belle »
dit le mari en se tournant vers sa femme avec un sourire. « J'ai vu ce soir l'un de tes vieux amis. »« Qui donc ?»« Devine. »« Comment le pourrais-je ? » ?»« Bah, j'y suis, » ajouta-t-elle du même souffle, joignant son rire à celui de son mari. « Monsieur Scrooge ?»« Lui-même, tu as deviné juste. Je passais devant la fenêtre de son bureau et comme les volets n'étaient pas fermés et qu'il avait allumé une bougie, je ne pouvais pas vraiment ne pas le voir. Son associé se meurt à ce qu'il paraît. Il était donc là, seul, tout seul au monde à mon avis. »« Esprit, » dit Scrooge d'une voix brisée, « emmenez-moi loin d'ici. » « Je t'avais bien dit, » répondit le fantôme, « que je te montrerai les ombres des choses qui ont été. Ne va pas me reprocher qu'elles soient ce qu'elles sont. » « Emmenez-moi » s'écria Scrooge, « je ne puis en supporter davantage. » Il se tourna vers le fantôme et retrouvant dans son visage, par un étrange phénomène, des traits épars de tous les visages qui lui avaient été montrés, il se jeta sur lui. « Laissez-moi » s'écria-t-il, « ramenez-moi, cessez de me hanter !» Au cours de cette lutte entre eux, si on peut l'appeler ainsi car le fantôme sans résistance apparente n'était ébranlé par aucun des efforts de son adversaire, Scrooge remarqua que la lumière de sa tête brillait haut et clair. Rapprochant alors vaguement cette circonstance de l'influence que le fantôme exerçait sur lui, il saisit l'épée noire qui lui enfonça vivement sur la tête. L'esprit s'affaissa brutalement sous l'épée noire qui le recouvrit entièrement. Mais Scrooge avait beau peser de toutes ses forces, il ne venait pas à bout de la lumière qui ruisselait sous l'épée noire et alla se répandre à flot continu sur le sol. Il prit conscience qu'il était épuisé et gagné par une irrésistible torpeur. D'ailleurs, il était dans sa propre chambre à coucher, sentait-il. Il fit un dernier effort pour enfoncer l'épée noire, mais sa main se relâcha et il n'eut que le temps d'atteindre son lit en titubant avant de sombrer dans un profond sommeil.